Oh, que l'on s'est régalé ce week-end avec de nombreuses courses. La nouvelle saison de cyclisme a vraiment commencé, mais les acteurs restent les mêmes. Pogačar, Van Aert, Valverde et Vingegaard, ils ont tous brillé ce week-end. Connaissons-nous déjà nos leaders de la saison? On s'intéressera aussi à cette course au point pour le World Tour l'an prochain. On remarque certaines bizarreries dans certaines courses d'ailleurs. Cette course est-elle en train de fausser les courses justement? Et entre les deux, notre invité, il a changé d'équipe cette saison, vainqueur à 2 reprises, Bryan Coquard. Il sera avec nous tout à l'heure, le coureur de la Cofidis, nouveau d'ailleurs coureur de la Cofidis. Et puis il y a bien sûr les autres rubriques. Et pour nous accompagner, le retour du bronzé Rémi Dos Santos. C'était bien les vacances? Oui, c'était très bien, messieurs, vous ne m'avez pas manqué du tout. Mais je suis content de vous revoir quand même. On n'avait pas eu un débat comme quoi on voulait pas le rappeler, Rémi Dos Santos? On aurait dû garder Théo, je l'ai dit la semaine dernière. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Justement, un peu moins bronzé. Un peu moins. Jérémy Sakian, mais par contre talentueux. Bah oui, merci beaucoup, Johan. Salut à tous. Et puis un homme heureux, oui, parce qu'on va donner la parole à la Belgique aujourd'hui. Enfin, si son micro fonctionne, parce qu'on a un petit peu galéré. Mais Gilou, normalement, est avec nous. Oui, et j'espère que ça va très bien. Moi, je ne suis ni bronzé, ni rien du tout. Mais on m'a dit que tu avais fait un masque du visage, donc peut-être que ça a fonctionné sur toi. T'as la peau fraîche, oui. Donc ça commence comme ça. Pas de problème, monsieur Sakian, pas de problème. Mais j'ai rien dit, c'est Johan Tritz. Non, mais je l'ai pas pris tout seul. Il sait. Allez, on va parler tout de suite des monstres de la saison, tout de suite dans le départ. Il faisait ses grands débuts cette année sur le Het Nieuwsblad. Il ne s'est pas raté. C'est qui? Mais c'est Wout van Aert qui a remporté d'une main 2 mètres la première classique belge. France 3,77. Oui, c'est vrai. Bon, on va donner la parole d'ailleurs à la Belgique, avant tout. Wout van Aert qui a gagné pour sa première course. Est-ce qu'on a eu un jour férié le lendemain ou comment ça s'est passé, Gilou? Ça s'est très bien passé parce que je fais toujours les victoires de Wout van Aert, vous le savez, mais comme le sait aussi Jérémy, c'est pas vraiment sa reprise quand on sait tout ce qu'il a fait dans les labourés et les gens qui suivent que le vélo ont un peu tendance à l'oublier. Oui, il a quand même été assez fort, en tout cas très fort, sur cette classique le Het Nieuwsblad. Jérémy, est-ce que tu l'as trouvé aérien? Ah bah oui, plutôt, ouais. Moi, je te pose la question, les pieds dans le plat, je te le dis. Bah, il a été incroyable. Alors, est-ce qu'il nous a surpris? Non, parce qu'on s'attendait à le voir dès le premier week-end en grande forme. Mais attaquer comme ça, au pied du Bosberg, et réussir à contenir un groupe où il y avait de sacrés rouleurs. Il y avait quand même Mohoric, il y avait Colbrelli, toute la baragne était réunie pour y lâcher, faut y aller. Non, il a été super fort. Rémi, on a l'impression qu'il est un peu en mission cette année à Wout van Aert. Ça y est, première course, il gagne, il a plus le temps. C'est comme en cyclocross, il a envie de tout rafler cette saison. Il continue sur ce qu'il a fait en CX cet hiver. Mais c'est vrai que en fait, Van Aert, sur les classiques, il souffre de la comparaison avec Van Der Poel, avec Alaphilippe aussi. Et il a gagné une classique quand il a la pancarte, c'est pas arrivé si souvent pour Van Aert, donc il a de la pression, c'est sûr. Je pense que là, il l'a bien transformé et ça va lui faire du bien pour la suite. Et justement, cette pancarte qu'il a d'habitude, c'est parce que aussi il est un petit peu tout seul. Là, ce week-end, on avait quand même un Tige Benoît qui était Benoît, pardon. Excuse-moi pour la prononciation. Non, pas d'erreur, les gars. Justement, je voulais te donner la parole. Il est très précieux, son coéquipier très précieux. Là, on a l'impression que ça y est, il a une équipe pour gagner, Gilou. Mais on le dit et depuis le début de la saison, la grosse différence de la Jumbo-Visma par rapport à l'année passée, c'est bien évidemment qu'on a enfin entouré Van Aert à la hauteur de ce qu'il mérite. L'année passée, si on se souvient, la seule, on va dire, grande classique qui gagne, c'est Gent-Wevelgem. Et qu'est-ce qu'il a? Il a un équipier, il a Nathan Van Hooydonk avec lui et il gagne. Ici, c'est le cas. On a vu que Benoît était très solide. On a vu que même hier à Kuurne, Laporte était solide. On a entouré à la hauteur que ça se devait et il a répondu présent parce que je pense que sa cadence de pédalage dans le Bosberg a été incroyable. Moi, ça m'a impressionné et comme on le dit, il sort avec 10 secondes d'avance et il arrive encore à creuser tout seul contre un groupe qui est organisé. Chez les commentateurs, on n'était pas trop d'accord pour dire est-ce qu'il ira au bout, est-ce qu'il ira pas au bout. Il a montré que c'était aussi un des meilleurs rouleurs du monde. Donc moi, je suis impressionné et je suis super content. Il a profité aussi de l'absence de Van Der Poel qui est blessé, ça c'est sûr. Mais aussi avec une Quick-Step, c'était un peu plus compliqué sur ce week-end de classique, même si Jacobsen a gagné Kuurne. Mais bon, il a besoin de personne quasiment pour gagner tellement il va vite. Mais je parle de la tactique, notamment sur le Het Nieuwsblad. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Jérémy.
Ils ont disparu. Ouais, Ils ont on est d'accord. disparu durant le Het Nieuwsblad et même je serais tenté de te dire la victoire de Jacobsen. Alors non, elle tombe pas du ciel parce que c'est l'un des coureurs les plus rapides du monde. Mais le train Quick-Step s'est délité aussi dans les derniers kilomètres. Il a fallu le secours d'autres équipes pour participer au sprint parce qu'il y avait 3 coureurs devant qu'il a fallu reprendre dans la dernière ligne droite. Donc week-end contrasté quand même pour le Wolfpack. Et on appréciait aussi la prestation, la première de Christophe Laporte sur Kurn. Du coup, il a été presque jusqu'au bout. Il a manqué quelques mètres, mais pas bon, grand-chose. voilà, il est bon, il est bien en ce moment, Rémi. Ouais, et on s'était dit que c'était un atout de poids pour Van Aert. On s'était dit que c'était une belle opportunité pour lui d'être dans une grande équipe. Et on attendait de voir justement ce que ça donnerait quand il aurait sa chance sur des courses où Van Aert ne serait pas. Bah voilà, ça passe pas, il fait 8 ou 9 je crois 8, ouais. en étant repris dans le final, mais il a montré qu'il avait déjà les jambes et que il pourrait aller gagner quelques petites courses. C'est la première fois qu'on fait aussi vite sur Van Aert. On voit qu'il y a un absent aujourd'hui. Non, mais- s'appelle Anthony Non, Nicolas. j'ai reçu des consignes aussi en disant ne fais pas 30 ans sur WoW, c'est bon, on sait qu'il est fort. Je peux juste dire un truc parce Bien que sûr. ça, je l'avais quand même préparé. Concernant le Wolfpack, et Jérémy a complètement raison, je suis d'accord avec lui. La victoire au final de Jacobsen, c'est un peu, on va dire, l'arbre qui cache la forêt parce que le week-end n'est pas bon. Je pense que cette saison, toutes les équipes sur les classiques se sont renforcées, sauf au final Quick-Step, et ils sont un peu en train d'opérer un changement dans la stratégie en disant on va quand même miser beaucoup plus sur les grands tours et sur sur Remco. On essaie d'entourer Remco et au final le recrutement s'est fait autour de Remco. Est-ce que ça va pas délaisser un petit peu les classiques? Ils le payent déjà sur le premier week-end et quand on voit la différence qu'il y a et surtout moi, ce qui me fait le plus peur, c'est l'état de Casper Asgreen. Est-ce qu'on pourra répondre sur le Ronde et sur Roubaix à Van Aert et aux autres? Parce qu'il n'y a pas que Van Aert. J'ai l'impression que ça va être compliqué. Et j'espère que Sénéchal fera un grand Roubaix parce que sinon, pour le Wolfpack, ça peut être dur sur les monuments. Non, c'est un petit peu. Flandrie, hein, Ouais. parce qu'il y a encore Julien. C'est encore un petit peu de temps. On va attendre, Gilles. Ouais, On te réinvitera, c'est loin. t'inquiète pas, on te réinvitera pour en discuter. L'arbre qui cache la forêt. Hein. Anthony n'aurait jamais sorti. C'est là, Non. déjà, ça fait un point pour Gilou. Hein. D'ailleurs, on va parler de l'Amazonie entière là, en parallèle, parce qu'on va parler de Tadej Pogacar, qui s'est imposé sur l'UAE Tour pour la 2e année de suite. Le Slovène qui a même pas eu à forcer. Il est vraiment déjà très très fort, Jérémy. Alors, je pense qu'il faudrait ressortir le podcast qu'on avait fait l'année dernière pour le Tour de l'UAE parce qu'on a assisté exactement au même scénario cette année. La dernière étape, c'était vraiment un copier-coller avec Adam Yates qui attaque et Pogacar qui prend la roue C'est clair. avant d'attaquer dans la petite portion redescendante là avant le Ouais, je me sprint. souviens, bien sûr. C'était comme ça. Exactement le même scénario. Bon, ben voilà, un Pogacar, 2 Adam Yates. Est-ce que quelqu'un ici s'attendait à autre chose? Non, mais surtout la première étape qu'il remporte, il arrive, il se dresse 2 fois sur les pédales, il met 15 mètres à tout le monde, et puis après il retourne, il fait bon, j'ai gagné, ça y est les gars. Vraiment, il est d'une aisance déjà dès ce début de saison, ça fait peur, Rémi. Ouais, bah c'est ça. Le problème, c'est ça, c'est que même en début de saison, le mec a déjà des cannes et qu'il élimine tout le monde les uns après les autres. Quoi dire? Il fait mieux que l'année dernière. Hein. L'année dernière, il gagne pas la 2e étape, Ah, la mince. première étape au sommet. Hein. Mince. Il fait doubler là. Voilà. Oui, bon, Donc, ça commence déjà bien. Voilà. L'année prochaine, il gagnera le chrono en plus. Parce que là, il fait 4 ou 5, je crois. Ouais. Tranquille. Ouais, bah, il y avait il y a une Bissiger et fusée, Ghana hein. devant. Hein, donc voilà, il faut relativiser. Bah, le mec, il est trop fort en fait. Après. Le seul bémol, c'est un mini bémol, attention, hein, c'est que Yates et Bilbao et Landa pardon ne sont pas aussi bien entourés que lui l'est sur ce UAE Tour. Mais Non, ça aurait rien. c'était bien Bilbao. C'était Bilbao. Oui, C'était bien pardon. Bilbao. Ça aurait rien changé. Parce que de toute façon, Pogacar même tout seul, il gagne aisément. Et pourtant, il a dit qu'il allait tranquille. Hein. S'il a dit je viens sur le Tour, Ouais. vous savez et tout. Gilou, toi, il t'a impressionné ou est-ce que tu t'attendais vraiment à déjà voir Tadej Pogacar, le grandissime favori de toutes les courses de cette saison 2022, aussi fort? Ben, il est aussi fort qu'il était, donc impressionné, on s'y attendait. C'est pas comme s'il descendait de quelque part en disant waouh, ce qu'il fait. Il fait ce qu'il sait faire, il prend du temps sur les chronos, il sait terminer dans des groupes, il sait gagner au sprint. Donc voilà, après, un peu de, on va dire, on va espérer quelque chose, c'est qu'il n'a pas non plus atomisé tout le monde et démarré et pris 30 secondes ou 40 secondes. C'est arrivé quand même groupé, donc on a quand même un petit espoir qu'il y ait un peu de suspense. Ouais, C'était- un petit en effet. Ah, mais moi j'ai envie de laisser de l'espoir. Oui, et surtout qu'autour de lui, ça brille un peu parce que Brandon McNulty a gagné la Faune Ardèche, une très très belle course d'ailleurs. Donc ça fait voilà, ça donne plutôt un peu moins d'espoir encore. Pas que McNulty, hein, Ayuso fait 5e dans la Drôme, je crois.
Ouais, aussi. c'est ça, tout à fait. Almeida Au final- fait 5ème de l'UAE Tour aussi. Ah, j'avais oublié qu'Almeida était. Oh là là. Il y avait aussi Maika et Bennett. Et il y avait Ouais. Maika et Bennett Ah ouais, avec lui, c'est indécent oh en là fait. là. Bon, on a compris que ça va être compliqué pour les concurrents cette année. Et du coup, Van Aert, Pogačar, eh bien, on a nos deux stars de la saison. D'accord, c'est déjà signé. Le duo va tout gagner cette année, Jérémy. Bah, bizarrement, quand on avait fait les projections sur l'année 2022, moi j'avais donné Van Aert en star et tout le monde s'était restreint pour ne pas donner Pogačar parce qu'on se doutait que ça allait. Mais enfin, on attendra quand même de voir l'évolution de la Jumbo parce que Vingegaard a l'air de bien marcher, Roglic a fait sa reprise aussi et il y a une Tranquille. très très grosse équipe Jumbo qui est renforcée cette année quand même, on le rappelle, par Juan Dennis qui a quasiment offert un Giro Giro. sur un plateau. Voilà, donc il faut remettre en perspective, il y a de la concurrence. Gilou, Et toi, il y a- ouais, vas-y, est-ce que toi, tu Oui. as ces deux stars de la saison dans ta tête? Oui, mais il y en a un petit aussi qui est blessé, qui va revenir, qui a fait 7 heures de vélo ce matin et qu'il faut pas oublier quand même, parce qu'il faut pas enterrer non plus Mathieu Van Der Poel. On ne sait pas ce qu'il peut faire, ça peut aller très très vite dans les deux sens. Et même si je suis un grand fan de Van Aert, j'aime bien le cyclisme où il y a la concurrence, concurrence, où il se passe des choses. Et si on nous écoute et si on écoute tous les gens qui regardent le cyclisme, la saison elle est déjà finie. Pogacar va tout gagner, Van Aert va tout gagner. Non, ils vont pas tout gagner, il va se passer des trucs, il va se passer des courses tactiques, parce que je pense que pour Van Aert, ben là, il y a une course où ça a un petit peu roulé avec lui quand même, mais je pense qu'à partir de maintenant, quand Van Aert sera dans un groupe, on va dire, les consignes seront les mêmes pour tout le monde. On roule pas, démerde-toi, t'es le plus fort, t'as qu'à aller gagner tout seul, et c'est pas forcément toujours le cas quand t'as la pancarte comme ça. Ouais. C'est ça la nuance avec Van Aert par rapport à Pogacar, c'est qu'il s'aligne surtout sur des courses enfin, c'est un spécialiste des classiques, des courses d'un jour, qui sont évidemment, de par leur profil, plus Aléatoire. plus aléatoire, voilà, qu'une course par étape. Tu peux avoir un jour de moins bien sur le Tour de France et quand même le gagner, et puis il y a des jours tranquilles. Voilà, sur une classique, si t'es pas bien, t'es pas bien. Deux choses quand même sur Van Aert. Cette année, il a un petit peu modifié son programme par Ouais, rapport à la tout à saison fait. passée, donc il sera pas sur l'Estradé le week-end prochain. Il a choisi d'aller sur Paris-Nice et visiblement, c'est un gros objectif pour lui de ramener quelque chose de Paris-Nice. On rappelle quand même au passage qu'il a été monté sur le podium de Tirreno l'an passé, donc avec quelle ambition est-ce qu'il va se présenter sur la oublié. course au soleil? Et la deuxième chose, on parle beaucoup de Pogacar, de Van Aert. Il y a quand même un coureur qu'il faudra qu'on surveille, notamment pour Milan-San Remo, c'est Caleb Ewan. Il était pas loin l'année dernière. Et cette année, il a l'air d'être quand même sacrément costaud aussi. Ah, justement, Moi, c'est mon favori, moi. on va en parler tout à l'heure de Caleb Ewan, enfin tout à l'heure même maintenant, parce que Ah bah c'est le maintenant. jingle, on n'attaque pas. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. Bon, on commence avec le plus important, Alejandro Valverde qui s'est imposé sur le Grand Camino au général, mais le vainqueur du chrono ne vous a pas échappé. C'est qui? C'est Marc Padoun, il est là, notre futur vainqueur du Tour, celui qui va embêter Tadej Pogacar sur la grande boucle. Est-ce qu'on est d'accord, Jérémy? Oui. Rémi, Bien sûr. Gilou, Non, pas du tout. il a pas compris comment ça se passait à Sadera, et c'est sa première, ça Mais se non, voit. mais il est plus chez Bahreïn, donc. Ah oui, c'est vrai. vrai, c'est vrai qu'il est Mais chez il ga- QEF. Ouais, Et il est il chez- gagne quand même, Marc Padoun. Bravo D'ailleurs, à lui. Marc Padoun, ukrainien, j'en profite pour afficher un petit message de soutien lors de cette guerre en Ukraine. Je sais qu'on fait du cyclisme, mais voilà, du coup, je voulais en parler un petit peu. Mais en plus, c'est notre chouchou, Marc Padoun, on va pas se mentir. Le Tour du Rwanda qui s'est terminé aussi ce week-end avec le succès de Tesfastion. Les Français ont brillé avec une victoire d'étape, notamment d'Alain Boileau, qui en avait remporté 3 l'an passé. Est-ce qu'on n'appellerait pas le Tour du Rwanda le Tour de Boileau, Jérémy? Comment t'as dit le vainqueur? J'ai pas bien compris. Tesfastion, je sais pas. C'est ça, non? Tesfazion. Tesfazion. Avec, Ah, parce qu'en plus, il faut T- mettre Sion. Ah bah oui, Ouais. puis il faut mettre les lettres dans le bon ordre. Ah oui, Voilà. ouais, ça c'est par contre ça c'est la dyslexie, ça c'est différent. C'était quoi ta question? Le Tour Boileau? Oui, c'est vrai qu'il gagne tous les ans là-bas, donc Mm. à la bonne heure. Rendez-vous en 2023. Je pensais pas que t'allais réagir comme ça. Est-ce que oui, est-ce que ma blague est bonne ou pas? Bah non, mais moi je veux bien. Ouais, rendez-vous 2023. Non, mais c'est bien qu'il enchaîne et tout. Puis il y a quand même du niveau dans ce Tour de Rwanda. Bon, Gilou, sauve-moi un petit peu là. Non, mais surtout, Non, surtout je disais surtout, ce qu'on a vu, le grand gagnant, c'est le Rwanda et le monde qu'il y avait autour des routes. Ah, On c'était sait que fou. le championnat du monde va aller là-bas. Il y a une vraie culture du cyclisme au Rwanda et je crois que c'était Anthony une fois qui a mis une photo entre la différence du monde qu'il y avait autour du Rwanda et à l'UAE. C'est pas la même chose et que le cyclisme reste où on aime le cyclisme.
Rémi Rochas qui a chuté sur la Drôme Classique pendant que son leader Guillaume Martin prenait la 2e place derrière Vingegaard. Gros coup dur pour Pourquoi Cofidis. cet accent Je sais anglais? pas. Gros coup dur pour Cofidis et surtout pour le Normand. Jérémy, est-ce que tu peux répondre entre deux rires, s'il te plaît? Oui, le pauvre en plus a chuté sur un chien errant. Donc, Ah oui, voilà, c'est ce là- que Warren ouais, Barguil c'est ça, avait dit sur ouais. Twitter, ouais. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est gros coup dur parce que Ouais, gros c'est coup dur. Rémi, on est d'accord. Gilou, Coup si on dur. fiche, il est pas belge. S'il te plaît, gros coup dur, j'ai pas trop suivi l'histoire, je ne saurais pas. Je ne vais pas m'avancer dans des choses que je ne connais pas. Bon, Anthony le fait tout le temps pourtant. Hein. Il commence un truc et après, Oui, il se dit oui, ah, mais oui, c'est vrai que je suis pas au courant de cette histoire. Je ne préfère pas. Je prends les notes de ce que fait Anthony Nicolas. Je voulais parler du championnat du monde de Zwift, mais je sais pas s'il y avait beaucoup de monde avec G-Vine qui l'a remporté. Jérémy, toi qui Il y avait as suivi d'un le œil. vainqueur sortant, Jason Osborne. Après, en termes de coureur professionnel, non, il n'y avait pas grand monde. Ouais. Il y avait Ashley Moolman-Pasio chez les femmes Ouais, qui a fait bien 4. Voilà, bon. Bon, sais Moi, je pas l'ai regardé trop sur quoi en penser. Eurosport. J'ai regardé sur Eurosport, le commentateur était pas dingue. C'est toi qui as commenté ce truc-là, Franchement, Jérémy. oh là là. Ah, tu prends l'argent là où il y a. Hein. Ah. Ah là là, il rate pas tous les râteliers. Tous les râteliers. Bientôt il va présenter Affaires conclues, il va nous vendre des flûtes. Mais voilà. Et pour finir, tiens, Kurn-Bruxelles-Kurn, victoire de Jacobsen devant Ewan. Hein, j'ai dit tout à l'heure que j'allais en parler. Ça y est, on a la hiérarchie des sprinters cette saison. Bah non, il n'y a Non, pas Philipsen. Non. Ouais, c'est ça. Et tant qu'il n'y aura pas de match Jacobsen-Philipsen, on n'aura pas. Ah oui, Rémi, non, c'est. Je suis d'accord. non, ok, d'accord, tant pis. Bon, on posera quand Ça même la tombe à l'eau, question hein, à ça tombe à Brian, l'eau. à Brian Coquard pour savoir s'ils sont pas un petit peu forts ces sprinters et lesquels ils sont préférés. Je dis Brian Coquard parce que c'est notre invité en fait, juste là. C'est l'heure de l'échappée. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. Des nouvelles couleurs blanches et rouges sur le dos, des succès déjà cette saison. On parle bien sûr de Brian Coquard, le sprinter de la Cofidis, notre invité de prestige. Bonjour Brian. Bonjour. Une victoire sur l'étoile de Bessèges, une autre sur le Tour La Provence. On va dire que ton acclimatation chez Cofidis, ça se passe plutôt bien, non ? Ouais, ça s'est super bien passé. Je suis très content de ce beau début de saison qui a été très fructueux. Et non, ouais, c'est sûr que ça se passe très bien dans l'équipe et sur le vélo, donc tout va pour le mieux. Et surtout que ça faisait un petit moment que tu n'avais plus levé les bras. 1 an et demi, je suppose que ça doit faire du bien. Oui, énormément, bien sûr. C'est la victoire. L'an passé m'échappait. C'était ma première saison chez les pros sans lever les bras et du coup ça a été compliqué à vivre et voilà, il fallait passer à autre chose sur cette année 2022 et donc voilà, c'est pour ça ce changement m'a fait le plus grand bien. Plein de petites nouveautés et du coup ça a pu aider le début de saison, donc j'en suis super content et puis de lever les bras à 2 reprises. À Bessèges c'était bien, mais en Provence c'était encore mieux. Tu dis une année compliquée en 2021. Est-ce que tu parles en termes de résultats ou même au niveau de ta forme ou de ton année avec la dernière année avec BNB ? À tous les niveaux ça a été compliqué. J'ai eu pas mal de soucis, on va dire de soucis mécaniques en début de saison, pourtant avec une bonne condition. Et donc c'était, on va dire que j'étais pas dans une bonne dynamique. Ensuite, les fois où j'avais l'opportunité de faire de bons résultats et d'être pas loin de la victoire, je cogitais un petit peu trop avant les sprints. J'étais pas dans la bonne dynamique, pas les bons les bons repères, les bons les bons réflexes et puis ensuite j'ai eu une grosse chute sur le Tour, une grosse chute au Poitou-Charentes et du coup ça m'a mis un peu KO pour toute la fin de saison. Donc ouais, non, ça a été très compliqué, même si j'ai essayé de finir du mieux possible mon aventure avec BNB en essayant d'essayer de retrouver la condition pour la fin de l'année. Mais ouais, non, ça a été une année galère, surtout tous les côtés, ouais. Rémi De Santos, qui est avec moi, a une question à te poser. Oui, Brian, tu disais que tu avais besoin de changement. Est-ce que tu as changé quelque chose aussi dans ta préparation en passant chez Cofidis ? Si oui, en tout cas, ça a marché, mais est-ce que tu as changé ton approche ? Ouais, j'ai changé pas mal de petites choses en arrivant chez Cofidis. En partant de chez BNB, je voulais
sortir de ma zone de confort. Et du coup, en arrivant chez Cofidis, j'ai changé d'entraîneur. Je suis entraîné par Vincent Villerius, qui a une approche différente de ce que j'avais auparavant avec Jimmy Engoulevent. Donc ça a changé et je vais pas dire que j'ai moins travaillé cet hiver, mais c'est fou à dire, mais c'est peut-être bien évidemment je suis revenu aux fondamentaux avec beaucoup de sprints et ce que j'avais peut-être un petit peu délaissé ces dernières années à vouloir mieux passer les bosses et être plus endurant et puis aussi il y a toute cette forme de pression qui a été différente cet hiver parce que les hivers lorsque j'étais chez BNB, bien évidemment on dépendait des invitations et du coup il fallait être prêt d'entrée, être opérationnel pour en premier être invité à Paris-Nice. Ensuite il y avait l'invitation aussi du Tour de France qui allait avec tout ça et du coup il fallait souvent démarrer fort et c'était aussi une pression que je me mettais, que l'équipe aussi me mettait, même si c'était pas malsain, c'était pour notre bien, mais ça faisait tout ça ou peut-être que voilà l'hiver. En tout cas, j'ai senti cet hiver que j'étais beaucoup plus serein, beaucoup plus tranquille et ça a pas moins bien marché en début de saison, ça a même très bien marché donc je pense que c'est plein de petites choses comme ça mis de bout à bout qui donnent ce résultat-là. Je passe la parole à Jérémy Sec, qui a aussi une question. Oui, Brian, tu évoques cette fameuse pression qu'on peut comprendre évidemment en passant chez Cofidis. Est-ce que gagner en World Tour, c'est en train de devenir une obsession pour toi? La saison débute très bien avec des victoires en France, mais est-ce que l'étape du dessus, le World Tour, c'est quelque chose qui te tracasse? Ça me tracasse pas, on m'en parle beaucoup. Moi, ce que j'aime, c'est lever les bras, bien évidemment. J'aimerais gagner en World Tour. C'est une stat qui me gêne et qui m'embête un petit peu parce que alors je sais plus combien j'ai dû gagner, je sais plus si c'est 45 ou 46 ou 47 fois en tout cas victoire chez les pros. Il y en a pas une en Pro Tour. Il y a beaucoup de deuxième place, il y a beaucoup de deuxième place en Pro Tour mais pas de victoire. J'arrive pas trop à l'expliquer. Peut-être le fait aussi de j'ai jamais été dans une équipe Pro Tour en fait et du coup c'était souvent sur les gros rendez-vous que je participais aux courses de ce niveau-là et c'est peut-être ça qui fait que j'ai pas eu encore l'occasion ou la réussite pour lever les bras à ce niveau-là, mais j'espère que ça arrivera cette année, mais je suis pas omnibulé par ça à vouloir absolument gagner en Pro Tour. Bien évidemment, j'ai envie de gagner de grandes courses et du coup ça passe par gagner pas en Pro Tour. Alors sur le site Pro Cycling Stats que tu dois connaître, ton compteur est à 47 victoires. Voilà. Alors je sais pas si tout a été vérifié, mais tu as 47 victoires depuis ta dernière sur le Tour La Provence. D'ailleurs, ta victoire, c'était en tout cas sur l'étoile de Bessèges et la Provence, c'était des sprints un petit peu avec des difficultés sur la fin un peu plus raide. Est-ce que c'est vers là-dessus que tu as envie aussi pas de progresser, mais de te focaliser dessus plus que sur des arrivées un peu plus plates, parce qu'on t'a vu vraiment très costaud là sur l'étoile de Bessèges, tu fais une différence énorme, et alors que c'est vraiment difficile dans le final. Ouais, je pense qu'avec la maturité et les années font que je suis de plus en plus solide sur ces arrivées-là, même si c'est clairement mes caractéristiques, parce que même si je suis un sprinter, je pèse que 60 kilos et vous imaginez bien que sur des sprints tout plats, lancer à plus de 60 à l'heure, je manque un petit peu d'inertie par rapport au gros gabarit et c'est moins propice pour moi, ça c'est sûr, et je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus compétitif sur les arrivées un peu difficiles avec alors soit les arrivées qui sont difficiles ou les journées où il y a pas mal de fatigue avec des difficultés tout au long de la journée, je suis beaucoup plus à l'aise dans le final, donc c'est sûr que c'est là-dedans qu'il faut que j'arrive à
continuer à progresser et à être bon, et c'est clairement mon terrain de prédilection maintenant. Après voilà, sur les sprints tout plats, il y a tout le temps moyen de bien faire à l'aspiration en étant bien placé, mais c'est sûr que c'est plus favorable pour moi lorsqu'il y a de la pente. Voilà, quand il y a de la pente dans le final, c'est sûr que c'est plus propice avec mes 60 kilos. Rémi, vas-y, c'est encore à toi du coup. Ouais, Brian, on va revenir sur le début de saison. Il y a eu les mots de Jérôme Pineau à ton encontre après ton départ. Est-ce que ça gâche un peu la fin d'aventure avec BNB ou tu Il a penses mal été pas compris, trop? peut-être, je sais pas. Enfin, ouais, est-ce que comment tu réagis après la sortie de Jérôme Pineau? Alors c'est sûr que sur le coup ça m'a vexé, ça m'a embêté, parce que on a une relation privilégiée tous les deux. C'est sûr que pour rien vous cacher, c'est sûr que ça m'a agacé sur le moment, c'est sûr. Après avec le recul, il faut comment dire, peser les choses, peser les mots. Je pense que ces mots ont été aussi peut-être plus loin que sa pensée, parce que lorsqu'on lit bien ces articles, on va dire que ça part un petit peu dans tous les sens, et il y a du positif à mon égard et du négatif aussi. Voilà, c'est jamais facile, je pense, en tant que manager de gérer ces situations-là, surtout quand il y a de l'affect. Je pense qu'il l'a fait à sa manière, certainement des fois maladroitement, mais voilà, après on en a discuté tous les deux de vive voix, en face à face, et il n'y a plus d'animosité de ce côté-là. Voilà, je pense que ça a été comment dire, je pense qu'il s'est un petit peu emballé ou perdu dans ses déclarations, et malgré tout il regrettait aussi le fond et ce qui en ressortait, donc voilà, il y a plus de soucis de ce côté-là, et puis comme on en a discuté, bon, j'ai rien du tout à cacher, hein, mais quand on en a discuté après ma première victoire à Bessèges, voilà, on a dit un partout, balle au centre, et puis voilà, rien de grave, rien de dramatique, et c'est derrière nous. On te souhaite de battre Luca Mozzato le plus souvent possible, comme ça tu pourras continuer à égrener les points, et tu diras l'huile sur le feu. Non, on a été gentil d'ailleurs avec toi sur les résultats, mais ça a été plus compliqué sur ce week-end de classique belge. Je dis compliqué, c'est parce que peut-être que c'est un exercice que tu préfères un petit peu moins. Je sais pas comment tu te sens dans ces classiques un peu pavés. C'est des courses que j'affectionne, que j'aime bien, donc c'est des courses de très haut niveau, avec c'est très difficile. Après il y a un super engouement, c'est des courses super à faire. Pour ma part, ce week-end, ça a pas été terrible. Je suis arrivé clairement un peu fatigué sur ce week-end-là, parce que j'ai beaucoup enchaîné. J'ai fait Marseillaise, Bessèges, pas tout le Tour de la Provence, mais quand même 3 étapes, et ensuite j'ai enchaîné sur Algarve. Et du coup j'avais besoin de souffler un petit peu ce week-end, et c'est sûr que je suis pas arrivé au top de ma forme. Je croisais les doigts pour que ça aille bien, mais je manquais un petit peu de fraîcheur, et ça s'est vu dans les résultats. J'étais toujours là sans pouvoir peser sur la course ou jouer avec les meilleurs, donc c'était une petite déception. Malgré tout, on a comment dire, voilà, il y a des explications à ça, et je vais bien me reposer avant Paris-Nice pour être un peu plus reposé. Mais c'est sûr que pour les comment dire, les équipes avec pour rien vous cacher, hein, avec les équipes en ce moment avec le Covid, c'est compliqué. Il y a pas mal de turnover, et c'est pour ça que j'ai participé au Tour de la Provence, qui n'était pas prévu, mais ça m'a fait un gros calendrier. Je crois que je vais être je sais plus combien de jours de course, mais j'ai pas le nombre en tête, mais ça fait un gros mois de février, donc j'ai
j'ai marqué le pas un petit peu sur ce dernier week-end, malgré comment dire l'envie qui était de bien faire, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est derrière moi et maintenant il faut penser à Pérennis et bien se reposer avec aussi Milan-San Remo dans la tête. 16 jours de course en l'espace d'un mois. Brian, comme ça, je te donne les petites stats que tu as dans ta carrière, comme ça tu pourras les ressortir si tu veux. J'ai une dernière question, tu parlais du Tour de l'Algarve. Fabio Jakobsen, il est fort, non, un petit peu? Ouais, je pense que il l'a clairement montré encore à Kurn. Je pense que c'est l'un des plus rapides ou le plus rapide du moment. J'ai regardé un petit peu aussi le Tour où Philipsen était aussi impressionnant, mais je pense que clairement, il n'y a pas eu je crois pas qu'ils ont couru ensemble encore depuis le début de saison. Donc, mais je pense que clairement, oui, Jakobsen c'est le plus rapide en ce moment. Et du coup, il l'a démontré. Voilà, Algarve, je pouvais clairement pas jouer avec lui, simplement rester dans la roue et puis il était encore super fort à Kurn, donc il est en grande condition. Vous avez entendu les gars, ça clôt le débat qu'on a à chaque fois. Oui, voilà. c'est bizarre parce qu'Anthony Nicolas nous assurait la semaine dernière que c'était Tim Merlier le plus rapide. Je comprends pas. Merci Brian en tout cas, d'avoir clos le débat. En tout cas du moment. C'est vrai que Merlier va super vite aussi, mais je pense que pour le moment, c'est clairement Jakobsen qui est au-dessus pour le moment. Tu tacles Jérémy les absents. Absolument. Mais, ils ont toujours tort les absents. C'est à ton tour d'ailleurs. On va passer à la dernière petite rubrique pour toi, Brian, c'est la giclette. C'est parti, boum, la giclette est là, on l'attendait. Allez Jérémy, tu vas pouvoir poser quelques petites questions rapides à Brian. C'est un vrai ou faux aujourd'hui pour Brian Coquard, concept extrêmement simple. Vrai ou faux, le maillot Cofidis, c'est le plus beau que tu aies eu l'occasion de porter? Vrai. Bien joué, bien répondu. Je réponds juste par vrai ou faux, c'est ça, il n'y a pas besoin d'expliquer. Vrai ou faux, ta deuxième place sur le Tour derrière Marcel Kittel, c'est le plus gros regret de ta carrière? C'est vrai. Vrai ou faux, Brian Coquard préférerait gagner le maillot vert plutôt que porter le maillot jaune? Je sais pas. T'as le droit à un joker à chaque fois. T'as le droit à un joker. Ouais, c'est vrai que tu l'as pas dit. T'as le droit à un petit joker par question. J'ai l'impression qu'on peut te le donner. Ouais, je vais dire un joker parce que là, je sais pas trop parce que porter le maillot jaune, ça serait gagner une étape en gros. Et gagner le maillot vert à la fin, je dirais peut-être, je dirais faux. Pas de joker, il est malin, il le garde. On peut dire les deux. Garde, quand même. On souhaite les deux en tout cas. T'as bien fait parce qu'il y a une cinquième question qui pourrait nécessiter le joker. Vrai ou faux, si on vous dit, Brian, que vous n'allez gagner que 2 courses d'ici la fin de votre carrière, mais que ce sera l'Amstel et une étape du Tour. Vrai ou faux, est-ce que tu signes? Vrai, je signe. Et la dernière, vrai ou faux, Brian Coquard gagnera plus de courses chez Cofidis que Viviani? Vrai. On lui souhaite en tout cas, c'est déjà bien parti, c'est déjà bien parti d'ailleurs pour Brian Coquard. Avant de te laisser, j'ai une petite question parce qu'on va parler de cette course au World Tour, tu sais, cette course qui est remise en jeu là avec les résultats des 3 dernières années. Pour l'instant, Cofidis premier relégable. T'en parlais d'ailleurs dans ton interview que c'était compliqué de pas avoir toutes les invitations et tout, même si bon, quand t'es dans les 2 dernières places, en tout cas les 2 places de relégable, tu as quand même beaucoup d'invitations. Est-ce que tu as des consignes par rapport à ça? Est-ce qu'on en parle chez Cofidis de marquer un maximum des points ou alors on vous laisse courir à peu près correctement? Parce que c'est une question qui revient assez souvent en ce moment. Clairement, bien évidemment, on en parle. Je pense que toutes les équipes en parlent parce que c'est un moment crucial dans la vie d'une équipe. Et bien évidemment, Cofidis veut rester en World Tour en 2023. Après, moi, clairement, ma consigne, c'est de gagner le plus possible. Oui, donc ça change pas beaucoup mes plans, mais non, c'est sûr qu'on en parle. On voit que c'est parti à 1000 à l'heure là déjà depuis le début de saison. Tout ce mois février a déjà été très important et c'est malgré tout quand même super resserré. Je pense qu'il y aura peut-être des surprises à la fin de l'année, malgré tout. Et du coup, non, c'est sûr que c'est important. Après,
Ouais, ma consigne, moi de mon côté, c'est clairement de faire de gagner le plus possible. Merci beaucoup Brian d'avoir été avec nous, Brian Coquard, le sprinter de la Cofidis, le nouveau sprinter de la Cofidis. Merci à toi d'avoir été de passage et on te souhaite le meilleur pour la suite de ta saison. Merci à vous. Au revoir Brian. Salut Brian. Au revoir. Salut. Et nous on continue justement dans ce thème, on a bien fait de poser la question à Brian qui a répondu, on en parle parmi les équipes, eh bien on va en parler aussi dans Ça déraille, c'est l'heure du sprint final. Oh le coup de tête de Marco, oh le deuxième coup de tête de Rencho, oh que ça c'est pas bien. Est-ce qu'on serait pas un petit peu dans Pro Cycling Manager, mais parce qu'on a l'impression que c'est la vérité en ce moment, parce que les équipes pour le Tour seront désignées par rapport aux résultats sportifs. Pour 2023, la qualification se joue sur les 3 dernières années, une qualification pour 3 ans, je fais le signe 3 à la caméra, et on entre aujourd'hui dans la dernière ligne droite. Pour l'instant, toutes les grosses équipes n'ont pas déçu, mais il reste encore une belle bataille dans le bas du classement. Pour l'instant, Cofidis et Lotto Soudal occupent les 2 places de relégables. Juste devant, il y a Israël Première Tech, Bike Exchange, Intermarché et Arkea Samsic. Arkea Samsic qui nous a sorti une belle masterclass sur Kurn-Brüssel-Kurn. Ils ont ramené tous les sprinters et là, ils ont dit allez-y les gars, pas de train, on y va chacun notre tour, et du coup ça fait 3 dans le top 10. C'était plutôt génial. C'était déjà, tu penses, une stratégie, Jérémy, pour marquer un maximum de points? Absolument pas. Le directeur sportif a réagi à ça en disant que ce sont les événements qui ont fait que, mais c'était pas du tout la stratégie de base. Reste qu'ils font 3, 4, 7 et donc qu'ils prennent plus de points comme ça que la Docninck, c'est plus la Docninck, que la Quick-Step Alpha Vinyl en gagnant l'épreuve. Donc très gros coup réalisé par Arkea évidemment. Rémi, tu penses qu'on va on va voir en tout cas des bizarreries un petit peu comme ça tout au long de la saison, parce que c'est assez rare de voir 3 sprinters. Bon, 2 ça c'est arrivé, mais là 3 carrément qui se disputent des placettes, c'est un petit peu bizarre. Ouais, c'est bizarre. Oui, ça va changer un peu le calendrier, enfin la manière de courir des équipes, la manière de courir des coureurs, tout simplement. Après, moi, le souci que j'ai par rapport à ça, c'est que voilà, à partir de 2023, tu repars sur 3 ans, donc tu auras à nouveau 2 ans normaux. Et puis après, tu auras une 3e année où ça va partir dans tous les sens comme là. Et ce serait pas mal, moi, je pense, de le faire chaque année. Après, je comprends évidemment. Moi, j'aurais fait comme ça. C'est pour ça que je parlais de Pro Cycling Manager, où c'est un petit peu comme ça. Je comprends la problématique pour les sponsors. C'est évident que tu peux pas. C'est dur de te lancer si tu sais qu'à la fin de la saison, si ça se passe mal, tu descends à l'étage du dessous. Après, ça va donner des courses qui seront sympas. Hein. Ça pourrait partir dans tous les sens. Maintenant, c'est un petit peu artificiel à mon sens en fait. Gilou, t'aimes ce format là qui a été mis en place avec cette qualification sur les 3 années, les résultats de 3 années? Ouais, moi je trouve ça chouette. Je suis un peu du monde du foot, hein, donc les montées, la descente, ça anime toujours aussi. Il y a des fins de saison, on s'ennuie, ben ça anime, ça va animer les courses. On va voir des choses un peu plus bizarre. Il y a des gens qui ne suivent pas le cyclisme, qui vont pas comprendre forcément ce qui se passe, mais moi je trouve ça très très chouette et ça va amener des choses en plus. Moi je prends. Je suis plutôt positif. Mais justement, on en discutait avant ce podcast. On pourrait voir, par exemple, un coureur d'Intermarché prendre une échappée et derrière, alors que le mec a 50 minutes de retard au général, imaginons, et derrière, tout Arkea Samsic ou Cofidis qui se met à rouler pour pas qu'Intermarché marque 2 points. Jérémy, tu penses qu'on va voir des choses comme ça, alors que rien à voir avec la course en elle-même? J'en suis persuadé, Gilou a raison, ça va se passer. De la même manière que sur la 3e semaine du Tour de France, on est habitué à voir le 8e courir contre le 7e, qui lui-même court contre le 6e, on essaye de figer les positions. Là, bien sûr, ça va se passer, ça va modifier les scénarios de course. Il va peut-être falloir aussi que le peloton prenne un petit peu moins de marge vis-à-vis de l'échappée. On a vu là qu'on est revenu vraiment dans la dernière ligne droite sur Kurn-Brüssel-Kurn, mais imaginez-vous que Taco van der Horn, dans les oreillettes, ait eu la consigne d'aller faire 3, de sacrifier la victoire pour aller prendre plus de points. Il l'aurait peut-être pu le faire s'il avait eu les jambes. Ça peut complètement modifier les perspectives. On peut assister à des choses un petit peu étranges par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Mais ce système de montée-descente, pour moi, il est juste, il est judicieux. Le faire sur 3 ans. Il faut voir aussi si les sponsors tiennent 3 ans, parce que souvent alors, ça va tout un peu bouleverser tout ça. Mais le faire sur 3 ans, ça te permet quand même d'anticiper les contrats, ça te permet également de ne pas dépendre d'une année. Par exemple, une équipe comme Alpecin Phoenix, si Mathieu Van Der Poel, alors on est dans la science-fiction, mais si Mathieu Van Der Poel fait une année blanche, ils vont forcément en pâtir. Donc le faire sur 3 ans, ça lisse les résultats.
Et ça se fait finalement au plus méritant. Mais il faut quand même tenir compte de ces changements. Moi, j'ai mis un message sur Twitter qui n'a pas été bien compris. Il n'était pas question... On comprend pas toujours ce que tu Alors, dis. on comprend pas toujours. Mais je parlais de ce changement de tactique par rapport à Arkea. Il n'était pas question de critiquer ce qu'a fait Arkea. Arkea a saisi une opportunité et ils ont frappé un très gros coup. Mais le propos est complètement déconnecté de ce qu'on a vu sur Kurn-Bruxelles-Kurn. C'est simplement pour s'interroger sur ces changements tactiques qui vont s'opérer et sur l'analyse qu'on doit en faire, parce que forcément, il va falloir voir la course en ayant toujours à l'esprit cette course pour le World Tour. Après, on pourrait avoir ça sur la dernière année, entre guillemets, parce que je pense que les deux premiers, on va pas On trop l'aura réfléchir. à chaque fois sur la dernière année. Oui, C'est sur ça, la dernière c'est année. ça. Les deux premiers, on va pas trop réfléchir. C'est Puis après, on dit tiens, on a un petit peu de point de retard ou un petit peu de point d'avance. On va peut-être faire attention. C'est un peu ça en fait qu'on va pouvoir. Oui, c'est ça. Alors l'avantage que j'y vois, je suis pour la promotion-relégation. Pour moi, c'est l'essence du sport de toute façon. Et j'aime pas les ligues fermées. L'avantage que ça a, c'est que du coup, les grosses équipes, elles auront jamais de problème. On le sait. Non, mais UAE, surtout, Yumbo, même les Quick-Step. relégables, c'est des invitations quasiment sur toutes les courses World Tour. On va pas se mentir que ça change pas forcément en termes de Ça va calendrier. faciliter la chose. Mais c'est bien parce que ça va permettre de voir plus les équipes comme Intermarché, Arkea, Cofidis, qui seront souvent, je pense, en danger, ou en tout cas avec la possibilité de monter ou de descendre, seront concernés par cette bataille. Donc c'est toujours bien sympa. Point important quand même, Julius, je te laisse juste la parole après, mais point important, les 18 équipes seront sélectionnées sur le World Tour à condition qu'elles souhaitent l'intégrer. Et une équipe comme Alpecin Phoenix, pour l'instant, a toujours refusé alors qu'elle aurait pu le faire. Donc rien ne dit qu'ils ne seront en World Tour l'année prochaine. Donc quand on dit premier relégable, c'est le début de la charrette, mais on fera quand même les comptes à la fin de la saison. Arkea qui décide de Arkea. pas aller sur le Giro, etc. Tu voulais dire Par quoi, exemple. Gilou? Non, mais je voulais dire, tu disais qu'au final, même si elles sont reléguées, elles seront invitées à toutes les courses. Je pense que la seule chose qui pourrait changer, c'est au moment de négocier avec les sponsors en disant, voilà, nous on est en World Tour ou nous on est en D2. C'est des petites choses que, on va dire, les sponsors sont peut-être pas forcément des grands connaisseurs de cyclisme. Et du coup, ça a plus de poids de dire, on est en division 1, on fera toutes les courses, que de dire, on est en division 2, on fera peut-être toutes les courses. Enfin, C'est une vraie nuance. Non, mais c'est une vraie nuance. Surtout en période de post-pandémie, c'est pas encore terminé, mais du coup, forcément, les sponsors. et je pense que c'est pour ça qu'ils se battent, parce qu'au final, les courses, ils vont quasiment faire toutes les mêmes, tu vois. Ouais. C'est derrière ça, c'est surtout la participation au Tour de France. C'est 70-80% de l'écosystème cyclisme. Donc forcément, avoir l'assurance d'être sur le Tour pendant 3 ans, c'est une poule aux œufs d'or. Je donnais le classement tout à l'heure avec du coup Cofidis et Lotto Soudal qui sont ça fait 19e et 20e je crois. Juste devant il y a Israël Première Tech, Back Exchange, Intermarché, Arkea Samsic qui a marqué beaucoup de points, donc ils ont pas mal d'avance. Est-ce que ce classement va bouger selon vous, parce que il y a quand même encore des gros noms chez Israël Première Tech, Woods, Fuglsang et non je déconne, et Back Exchange, je pense qu'ils devront aussi se sauver. Ça, vous voyez quand même un petit peu les lignes bouger, Jérémy? Ça peut être chamboulé tout au long de la saison. Et surtout, il y a des anomalies, entre guillemets, pour moi, en termes de barème. C'est que certaines courses sont beaucoup mieux dotées que d'autres. Alors cette année, ça n'a pas eu lieu, mais par exemple, le Down Under attribue 500 points, quand la Flèche Wallonne n'en attribue que 400, et quand les Strade Bianche en attribuent 300. Donc il suffit d'un coup d'éclat sur une grosse course qui est bien notée, qui est dans la bonne catégorie, pour tout de suite remonter en flèche. Donc il y aura évidemment des dissensions. Imaginons que Simon Yates remporte un grand tour, Bike Exchange, ça va vite grimper. Ouais, peut-être que Arkea va faire 3, 4 et 7 des Strade Bianche, ça a marqué aussi beaucoup de points. Ça. Tu vois aussi Cofidis remonter par exemple, parce que c'est un peu l'équipe qui nous intéresse, remonter parmi ce classement et dépasser pourquoi pas Intermarché ou Israël. Ah oui, Cofidis finira devant Intermarché et Israël. Enfin pour moi c'est sûr, quand tu vois l'équipe qu'il y a, des Guillaume Martin qui a un top 10 dans le tour, Cocard, sur le Tour de qu'on a eu France, tout à l'heure. Brian Cocard qu'on a eu, qui va gagner plusieurs courses. Je pense que je me fais pas de soucis pour Cofidis. Par contre, Israël, un petit peu plus. Lotto Soudal, ils ont bien commencé. D'ailleurs, justement, ils sentent bien qu'ils ont le feu aux fesses. Alors, Ouais, ça ils revient se bien, bougent depuis le début de saison, mais est-ce que ça va tenir tout le long? Je sais pas, même si tu as des Wellens ou des De Gent. Et One surtout. Et puis Ewan, oui, bien sûr. Voilà, Israël, Intermarché, Lotto Soudal, c'est peut-être les trois les plus en difficulté pour moi. Gilou, ça va se sauver ça, Lotto Soudal, ou ça y est, t'as fait ton deuil de ton équipe belge là? Ah non, mais moi, comme vous dites sur Cofidis, j'ai aucun doute sur le fait que Lotto Soudal va se sauver. Parce que déjà d'avoir Caleb, ça amène quand même beaucoup de points. Faut pas... On parle quand même d'un top 3 ou top 5 sprinter du monde. Ensuite, ils ont quand même des coureurs qui sont assez intéressants. Tu l'as dit, Wellens, même Kempenarts qui revient très bien, Brett Van Moer, Arnaud Dely qui a déjà gagné.
Non, je me fais pas trop de. Contrairement, moi je suis peut-être belge, vous êtes français, je me fais plus de soucis pour Cofidis par exemple. Et nous, on va faire. Je suis pas loin de penser comme lui. Hein. Ah, mais c'est-à-dire que T'es un faux français. tu traverses Non, la mais frontière. Attention. Non, mais en étant tout à fait neutre, il y a quand même des coureurs de classe mondiale chez Lotto Soudal. Il y en a pas beaucoup, mais qui ne sont pas chez Cofidis. Pour moi, un Caleb Ewan peut rapporter, s'il gagne San Remo, ça va être razzia de points. Et puis n'oublions pas que dans cette équipe, il y a le deuxième du dernier Paris-Roubaix. Exactement. Oui, tout à Monsieur fait. Florent. C'est vrai, bravo. Et vous savez pour qui je me fais du souci? Pour vous, pour le quiz. Ouais, pour les concurrents, pour le quiz. Bravo, Jérémy. J'en étais sûr que tu l'avais. Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 € dans la poche, Et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, tant qu'à faire. Par contre, pose le portable, s'il te plaît. C'est de plus en plus alambiqué. Vous me dites quand il commence le quiz. ah oui, c'est pour Rémi. C'est car le coupable n'est pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un crime lors du quiz précédent. Ouais, le melon du type, c'est incroyable. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. C'est parti, Jérémy. Je rappelle juste les points, un partout entre Rémi, Anthony et moi. Donc du coup, il y a beaucoup d'enjeux. T'avais pas deux, toi? Non, j'avais T'avais qu'un seul égalisé point. Ouais, j'avais égalisé après un coup de Trafalgar où on a donné des points à tout le monde sur le quiz précédent. C'est pas grave. Mais vas-y. Je peux jouer moi? Non, 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 on t'écoute, hein. Tu peux revenir premier égalité avec tout le monde. Rien que Mais aujourd'hui. c'est toi qui avais gagné la semaine dernière. Oui, oui, avec. Et tu le comptes celui-là? Mais oui, bien sûr. Ah, mais ça fait je croyais que t'étais à deux. Écoute, autant pour moi. N'oublie pas. Donc je peux jouer. On Mais est évidemment. Bien sûr. ok. N'oublions pas aussi Ouais. qu'on a voulu dire que tu avais triché la dernière fois. Oui, Enfin, alors que pas du tout. Pas du tout. Une belle évidemment. victoire. Messieurs, j'avais le choix aujourd'hui pour mon quiz. Soit revenir sur le week-end d'ouverture at Newsblad Kurn-Bruxelles-Kurn, soit se projeter sur l'Estrade Bianche Aïe. et Paris-Nice. Qu'est-ce qui vous plairait, messieurs? Petit tour de table. Ah, bah t'as fait 1000 quiz. Johan, Qu'est-ce qui m'arrange le plus? Paris-Nice. Paris-Nice, moi aussi. Paris-Nice. Et Gilou? J'ai picolé tout le week-end donc j'ai pas regardé les courses. Alors, c'est plus général, hein. C'est des questions sur les courses, pas forcément de ce week-end. Oh là là. Bon, je vais dire Kurn et truc et logiquement Kurn et Newsblad, mais bon, on va pour Paris-Nice, ils sont plus. Alors, ce qui va se passer, c'est que j'ai préparé des questions, 5 questions sur chacun de ces 3 thèmes. Je vous ai simplement demandé celui que vous préférez parce que ce sera votre thème bonus. À chaque fois que vous marquerez, vous doublerez les points sur ce thème. Oui. Ce sont des questions un petit peu ouvertes. Elles valent toutes 1 point, sauf la dernière qui vaut 2. Donc vous l'avez compris, si c'est sur votre bonus, vous pouvez marquer jusqu'à 4 points. On va commencer par le bonus de Gilou. Week-end d'ouverture en Belgique, et Newsblad, Kurn, Bruxelles-Kurn. Première question, c'est le plus rapide. Vous avez une proposition par personne et par question. Qui est le seul vainqueur français de l'une des 2 épreuves? Arnaud démarre. Mauvaise réponse. Putain, merde. Pas de vulgarité, s'il vous plaît. Pardon. Sinon, il y aura un déclassement. Je vais mettre 1 euro dans le cochon, désolé. Bon, personne n'a la réponse. Duclos Lassalle. C'est pas ça. C'était Sylvain Chavanel. Frédéric Moncassin. Oh, Mais en qu'on plus, a déjà l'année eu, en dernière, on l'a eu. Je l'aurais on pas a eu. discuté, c'est sûr. Quel mont du Het Newsblad a été non. remplacé en 2022 en cause des travaux? Alors, je connais aucun nom, donc je vais dire le Ventoux, et comme ça. Le vous- Ventoux, voilà. ouais, le Ventoux, Éliminez-moi, ouais, et pas. puis allez-y. Le Ventouberg. Personne de là? Si, attends, laisse-moi réfléchir. Alors, tu réfléchis, mais tu ne vas Koppelberg. pas sur Non, mais attends, t'as la caméra de toute façon, tu me vois. Non, on n'a pas la caméra, Pas la bizarrement, caméra. on l'a coupé. Il y a la caméra que sur Ah, nous. ok. Bon, c'est trop ouais. tard. C'est trop Vieux tard. Quarmont. Non, Vieux Quarmont. c'était le Molenberg. Bah oui, je suis bête. Hein. Troisième question, ça vaut toujours 1 point. Qui a remporté Kurn-Bruxelles-Kurn en 2007, 2009 et 2014? Je l'écris dans. 2009, 2007, 2014. Bonnen. Tom Bonnen, 1 point. Oh non, Johan je Pritz. suis honteux. On va faire la même, mais sur le Het Newsblad. Qui s'est imposé sur cette course en 97, 98 et 2002? Van Petegem. Peter Van Petegem. Du coup, Gilou, Guillaume ça te fait 2 points, évidemment. Ouais, mais puisque je peux, pas ton ne, bonus. je peux pas ne pas avoir Bonnen, c'est honteux. La dernière question, elle vaut 2, sauf pour Gilou, elle vaut 4. Non. Et oui, c'est son C'est bonus. son bonus. Qui est le dernier non-européen vainqueur de Kurn-Bruxelles-Kurn? Un indice, c'est un Australien qui courait alors chez Sky. Stannard. Pas du tout. Oh, Stannard est britannique. merde. Oh, pardon, je peux plus. Oh, je te retire 1 point. Deuxième vulgarité, carton jaune plus, carton jaune, carton rouge. Gilou, tu redescends à 1.
Désolé. Il était à Sky à l'époque parce que j'aurais Bon, dit vous ne l'aurez pas, vous ne l'aurez Goss, pas. j'ai eu Non, Mathieu non, Goss comme ça. C'était Christopher Sutton. Voilà, la Oh, pas dernière, du tout. elle est plus dure. On passe au Strade Bianche. Personne n'a de bonus. Qui a remporté la première édition? Moser. Cancellara. Non plus. Non, je sais pas. c'est Alexander Kolobnev. Ah, c'est cool. Il a gagné une course. Oui. Je savais qu'il l'avait gagné, mais je croyais pas que c'était la première. Ouais, Autant pour moi. Cancellara, c'est tout près aussi. Hein. C'était pas là. Comment s'appelait le Strade Bianche à l'époque? Mais voilà, Monte Heroica Pacci. Non, le Heroica Allez, je te le Monte donne, Pacci. je te le donne. Ah, c'est Je te le donne. Paschi, ouais, non, Monte c'est ça. Paschi Heroica. Deuxième point pour Johan. Non, Je l'ai dit dans le désordre, mais c'est Motus. Troisième question. Qui a remporté l'épreuve en 2008, 2012 et 2016? Cancellara. Cancellara. Eh C'est Oh, mais Rémi. il me le vole. Oh, le voleur. Mais je suis toujours comme ça, moi, dans les 2 quiz. pour Johan, 1 pour Rémi et 1 pour Gilou qui, on le rappelle, avait un point de pénalité. La dictature. Messieurs, Strade Bianche 2021, qui fait troisième? Bernal. Bernal, c'est Rémi qui a. Oh, ouais, mais j'ai de la latence. T'as qu'à avoir une bonne connexion. Tu as de la latence, tu as jeté le vélo. Du coup, je te redonne ton point de pénalité en Oh, compensation. c'est gentil. Voilà. Donc 2 pour tout le monde. Dernière question sur l'Estrade, elle vaut 2 points. Quelle femme a fait 3 fois deuxième d'Estrade Bianche sans jamais gagner? 3 fois de suite d'ailleurs, hein, deuxième. Van der Breggen. Pas du tout. Longo Emma Borghini. Johansson. Emma Johansson. Il y a eu que des mauvaises réponses. J'aurais dit C'était, Longo, sinon. Katarzyna Nievadova. Nievadova. Ok, très bien. On va passer donc sur Paris-Nice. Je vous rappelle que les points seront doublés. Rémi me regarde avec un grand sourire, doublé pour Rémi et pour Johan. Ouais, Tout mais le monde là, est à on 2. est deux sur le même thème. Je Ouais, trouve ça dégueulasse. Vous êtes deny en fait. Qui est le recordman de victoire de Paris-Nice? C'est Sean Kelly, s'il te plaît. C'est Sean Kelly. Ça fait 2 Oh, j'ai points mis pour le temps à Johan. venir. J'allais dire Dan Martin parce que je pense irlandais. 4-2-2. Avant Sharman, qui était le dernier Allemand vainqueur de Paris-Nice. Tony Martin. Tony Martin. Ah. C'est beau. 6-2-2. Attention Rémi, danger. Pour Gilou, maintenant, il faut faire. Il faut Oui, tout ouais, gagner. bon, Oui, bon, bah, merci d'avoir Je participé. suis dans le groupe état. Qui est le dernier vainqueur français? Dernier vainqueur français. Moreau. Non. Non, c'est du Dauphiné. Ouais, ouais. Je suis bête. C'est ça, tu fais les questions et les réponses, mais c'est pas le bon thème. Faudra revenir en juin. Personne ne l'a. Jalabert. Jalabert. Laurent Jalabert. Ok. 2 points pour Rémi, ça fait 6-4-2. Gilou, tu ne peux plus gagner, mais tu peux arbitrer. C'est gentil, merci. Qui est le dernier français sur le podium du général? Le dernier français sur le podium. Faut aller chercher celui-là. Gilou, je suis désolé, hein, j'ai fait quiz sur les français. J'ose pas. T'as donner- raison, Christophe Perrault. Perrault, c'est pas la bonne réponse. Mais du coup, je vais donner Chavanel. C'est pas la bonne réponse non plus. C'est Gilou, plus- une idée? Je vais dire Christophe Martin, j'ai dire Guillaume Martin. Je ne connais pas Christophe Martin. La bonne réponse, Guillaume c'était Martin. Arthur Vichot. Ah, Chaud. 2014, bien sûr. Ouais, bien sûr. Derrière Six. Betancourt Très et bête. Rui Costa. 4, Qui était en 2, plus. la dernière vaut 4 points pour Rémi et Johan, elle vaut 2 pour Gilou. Qui a remporté en 2021 sur Paris-Nice le classement par points? Le maillot vert. Sam Bennett. Matthews. Ah, le maillot vert. Sam Bennett, Michael Matthews. Gilou, est-ce que tu as une idée? Ah oui, d'accord, donc c'est pas ça. C'est ni l'un ni l'autre. Moi, c'est très bien. Comme ça, Belle je vais victoire, gagner. Comme Johan ça. Tritz Ouais. s'imposer, mais tu peux quand même égaler Rémi Dos Santos. JA1. Non, C'est pas la tour. c'est aucun des trois. C'est un coureur qui a gagné beaucoup d'étapes, qui aurait pu gagner le général, mais qui s'est malheureusement Ah, Sonny Nicole Brie. liquéfié dans la dernière. Ouais, c'est- Et non, c'est Primoz Roglic, messieurs. Bah oui, mais il a pas oui, gagné le maillot bah oui, vert. on est bête. Il y a- Bah si, Ah le si, classement mais- par mais- points. Mais je suis bête. Parce qu'il Eh, a pas regardez. abandonné. Mais oui. Il y a parce même, qu'il a il y a pas même abandonné. Jérémy Pelletier qui écoute Bien vu, le bien podcast vu. à Mais côté oui. qui m'envoie la bonne réponse. C'était bien Primoz Roglic. Oui, On il en était gagne ensemble 3, sur c'est Paris vrai. en plus. Non, mais en fait, pour moi, dans ma tête, il avait abandonné. Donc, mais je pensais Et que oui, non, il je abandonne suis pas sur Paris. Oui, Aïe, c'est vrai. aïe, aïe, Bon, aïe, mais aïe. victoire de Johan quand même. Mais Bravo. évidemment, je vais tout de suite me mettre mon petit point en plus là. Hop là, c'est Je- une belle victoire. Je tiens à dire que nous sommes dans la dernière ligne droite du Grand Prix. Allez, commente en direct. Allez, Alors, c'est parti. Non, non, les gars, C'est pas- c'est c'est pas- enregistré, ça va sortir demain ce truc-là, et vous allez me foutre le 5 mains en même temps. Non mais c'est abusé, laissez un peu de magie aux gens, c'est pas possible. Laisse de la magie, Gilles. Ouais, donc tu me donneras Non, mais tu pas. peux quand même nous le commenter parce que moi ça m'intéresse de savoir Non, qui non, gagne. non. C'est Tu fini, nous donnes- c'est fini, je ne dis rien, je me fais engueuler carrément. Moi, je me fais gagné. engueuler. Est-ce que c'est Tim qui gagne? Non, pas du tout. Ah, c'est parti. Les tapés étaient au bout. Ah, très bien. Ouais, donne le vainqueur au moins alors. De Wolf. Ah non, Tu sais c'était pas. pas assez. S'il te plaît C'était une autre échappée visiblement. Ouais, pas a priori, ouais. Ah non, on m'a dit de pas rien dire. Je ne dis Ah mais dis, de toute façon Dis. on va couper.
C'est Matteo Trentin qui a gagné. Ah. il fait pas- Devant, encore une fois, Hugo Hofstetter qui finit toujours deuxième. Oh là là, Attends, il l'a tapé au sprint? Ouais, Trentin. Putain, mais... Trentin, il avance plus au sprint normalement. Ouais, mais c'était pas un sprint tout plat. D'accord. Très bien, merci pour les infos sur le Samin. Du coup, les gens, on va avec J+1, tout ce qu'il y a à savoir sur le Samin. Allez, On c'est va les te couper fort. c'est les paris. Non, on veut pas couper parce que j'ai la flemme. Allez, c'est les paris. Ah, c'est même pas vrai. Alors, la semaine dernière, on a eu des victoires, je crois, pour la Newsblad parce que Jérémy Van Aert, c'est ça? J'avais noté. Anthony a eu des Anthony Van me Aert. dit de te dire qu'il a triomphé 2 semaines de suite. Oui, c'est vrai. Donc ça fait 2 points pour Anthony, ça fait 1 point pour toi. Et moi, j'étais pas loin parce que qui est fait deuxième de cette Newsblad? C'est mon petit chouchou. Mais bon, c'est normal. Paris sur l'Estrade Bianchi avant ça, du coup, parce que... oui, je sais, regardez votre start list. Pas Oui, du tout c'est le regardé moment. la start list. En fait, je pensais qu'on allait parier sur Paris-Nice. Sur Paris-Nice, non, on nous fera la semaine prochaine. Hein. Paris-Nice d'abord, l'Estrade, c'est plus sympa. Brémy, est-ce que toi, tu as une idée du favori à mettre pour Oui. l'Estrade Bianchi? Alors, c'est qui ton favori? Même si la start list n'est pas Pas officiel. hyper complète. Hein. Mais il y a un nom qui ressort pour moi, Tom Pidcock. Tom Pidcock, c'était mon favori, super. Gilou, toi, est-ce que tu as une idée ou est-ce que tu es aussi sur la start list comme Anthony Nicolas d'habitude? Et comme moi. Tadej. Tadej Pogacar, très bien. Et Ouais, donc, c'est pas idiot. Moi, je regarde juste si Lutsenko est au départ parce qu'il m'avait fait une forte impression sur la course de gravel là en Espagne. Est-ce qu'il est là, notre ami Lutsenko? Alors, pour l'instant, il Non, n'est pas pour l'instant, il n'y est annoncé. pas. Il y a Moscone. Tu peux tenter Non, mais je vais tenter un ancien vainqueur. Je vais tenter Tish Benoît. Ah oui. Ah ouais. Ouais, parce que je le trouve en jambes là. Le changement vers la Jumbo lui a fait beaucoup de bien. Très bien. Bah, Il, moi, il est en canne, le Tiche. je vais mettre Pogacar aussi parce que je pense que je vois. Bon, Oui, enfin, puis de ah, toute mais- façon, maintenant on met 1 point par bonne réponse, donc autant mettre le super Ah oui, favori. on n'avait pas encore. Non, mais Ah, on va- et vous faites rire, mais il y a personne qui a cité Julien. Rien à cirer. Champion du monde. C'est non. qui lui? Non, mais nous, Ah, on a ok, traversé ok, la ok. frontière. Hein, nous, on est belges. Problème de Non, mais Julien, c'est- moi je suis persuadé que cette année il a vraiment prévu un pic de forme pour les Ardennaises pour essayer enfin de gagner Liège. Et je pense que cette course elle intervient un petit peu trop tôt. Il était déjà un peu trop juste l'année dernière. Donc il sera là, hein, il sera dans le final, mais de là à gagner, je suis pas certain à 100%. Puis il fait équipier pour des copains français et tout, Julien. Alors Mais là, c'est beau ce qu'il fait. Moi j'aime beaucoup ça, hein, la c'est bien, reconnaissance. il s'amuse, ouais, c'est vrai, il s'amuse et nous, ça nous fait plaisir. Et ça m'a fait plaisir d'ailleurs de faire cette émission avec vous tous, avec Gilou qui nous a fait galérer, mais finalement ça s'est bien passé jusqu'au bout. C'était cool, Gilou, pour toi? C'était génial et je m'excuse pour mes galères de connexion, mais vous savez, on a eu internet que hier en Belgique et du coup, c'est des choses qui sont assez compliquées, assez difficiles. Bienvenue en Et 2022. Gilou, bravo pour ta série de pronostics aussi. Je sais pas si le 16e est passé aujourd'hui là. C'était mon pronostic, c'était Arnaud Delis devant Decker, mais je crois que Delis était dans le groupe, mais pas Decker, donc je pense que c'est bon. Ouais, ça fait de l'argent. 16 sur 16. Alors surtout si vous voulez gagner de l'argent, abonnez-vous au Twitter de Gilou plutôt que d'écouter ça déraille parce que nous on fait gagner que très très peu d'argent la plupart du temps. Merci les gars, c'était cool de faire cette émission. Merci à Brian Cocard d'avoir été avec nous, c'était aussi fun. Et puis on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour parler de Paris-Nice. Et en attendant, écoutez-nous sur toutes les plateformes et sur YouTube. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Salut.